Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à cette question: dois-je quitter mon conjoint en dépression? Une question qui m'a beaucoup été posée et pour qui il était important que je fasse un épisode de podcast pour pouvoir t'aider à trouver la réponse à cette question. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Hello cher conjoint, j'espère que tu vas bien. Il était vraiment important pour moi de faire cet épisode de podcast. J'ai vraiment réfléchi pendant des semaines et des semaines et je me suis lancée suite à une conversation que j'ai eue avec un des abonnés que j'ai sur Instagram. Et cette conversation m'a motivée à écrire cet épisode de podcast. En fait, il est vrai que depuis maintenant 4 ans, en tant que thérapeute, mais aussi en tant qu'ancienne dépressive, j'ai observé les effets de la maladie, de la dépression sur la relation de couple. Et ce que je peux dire, c'est que le couple prend méga cher face à la dépression. C'est assez particulier, voire même paradoxal, parce que quand on est dans une situation de souffrance, normalement on devrait être aller vers nos conjoints en courant, aller rechercher un câlin, un réconfort. Mais on oublie que la dépression, c'est une maladie qui est contre-intuitive. Elle va fonctionner à l'inverse. Elle va rejeter, repousser, ne pas être capable d'avoir des gestes d'affection, ne pas être capable de ressentir des choses, biaiser la communication, biaiser la manière de voir les choses. Et ce n'est pas forcément très évident. On arrive des fois dans des situations où le couple est tellement mis à mal à cause de problèmes, de communication, de difficultés par rapport à la relation que certains peuvent penser: est-ce que je dois quitter mon conjoint qui est en dépression? Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'explorer un petit peu les raisons qui peuvent te pousser à envisager une décision aussi difficile, les défis qui y sont associés et les étapes pour prendre une décision éclairée. Bien sûr, ici, je ne vais jamais te dire et te donner mon avis personnel sur le fait que tu puisses quitter ou rester avec ton conjoint. D'ailleurs, en thérapie, j'aime bien dire que je suis la Suisse. Chacun va avoir ses convictions, sa manière de voir les choses. Ici, c'est parler d'un sujet qui est compliqué. Comment est-ce que la dépression peut amener à avoir cette pensée de quitter son partenaire? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Ici, c'est pour déculpabiliser, pour prendre un certain recul nécessaire face à la maladie et comprendre ce que l'on peut faire par rapport à soi. Vraiment, vois comme cet épisode un moyen bienveillant de t'aider, de t'accompagner, de continuer à te parler de dépression sans tabou à travers la difficulté que l'on peut rencontrer dans le couple. Alors, on pourrait commencer avec cette première question. Pourquoi ai-je envie de quitter mon conjoint dépressif? Comment est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion? Eh bien, on sait que la dépression transforme la dynamique du couple d'une manière, on va dire, un petit peu drastique. Lorsque notre partenaire souffre de dépression, il peut devenir apathique et donc du coup va perdre tout intérêt pour activités, pour choses qu'il aimait, les choses qu'il aimait autrefois. Il va être négatif, va avoir tendance à oublier des choses, du mal à se concentrer, et s'il a certains travers, par exemple si c'est quelqu'un qu'on qualifie d'évitant, il va rechercher de la légèreté, il va rechercher des moyens où en fait on va pas lui avoir de pression. D'ailleurs, le couple devient aussi une notion de pression pour le partenaire.
Par conséquent, cette absence d'engagement qui va se faire par le fait que le partenaire n'a plus ses petits gestes d'affection du quotidien, que le fait que le partenaire exprime même le fait qu'il ne ressente plus rien, peut nous faire peur. On peut très vite se sentir isolé, négligé par quelqu'un qui en fait n'a plus le même fonctionnement. Par exemple, si vous aviez des habitudes de fonctionnement, le fait de sortir tous les deux, de voir du monde, d'aller faire des balades, d'aller à des soirées, etc., et bien avec la dépression, tout ça peut disparaître. La dépression peut aussi créer une distance émotionnelle qui va rendre la communication et l'expression des sentiments très difficiles. Il suffit que le dépressif ait de base une mauvaise manière de communiquer, la dépression va l'exacerber. Il suffit que le dépressif ait des peurs par rapport au couple de base, la dépression va encore plus l'amplifier. Et en fait, c'est là où on va se retrouver avec une fatigue émotionnelle que je rencontre souvent chez mes patients, chez les personnes que j'accompagne chez mes clients. En fait, la dépression, elle va ajouter souvent une inaction à cause de cette apathie, ce qui fait que on peut se retrouver à porter seul le fardeau de la relation. On peut en fait se retrouver à devoir gérer les responsabilités ménagères, s'occuper des enfants avec un travail à plein temps, tout en devant aussi soutenir et aider émotionnellement notre partenaire. Là, on parle de relations où la personne vit avec nous, mais les relations à distance peuvent également être vraiment particulièrement affectées par la dépression, voire même d'une manière différente. Alors certes, on n'a pas le dépressif en face de nous que l'on voit incapable de faire le moindre effort pour nous, mais le fait qu'on voit que notre partenaire est à distance, eh bien la communication, qui est déjà cruciale dans une relation à distance, peut devenir encore plus difficile. Les appels, les messages peuvent venir sporadiques, laissant un peu des silences angoissants. Le fait de recevoir un message sans émoji, sans émotion, ça peut être très dur quand on est à distance. Et des fois, on peut avoir des personnes qui mettent beaucoup de temps à répondre à un message à cause de son état dépressif, ce qui peut laisser un sentiment d'inquiétude et de rejet. Tous ces exemples sont là pour illustrer les difficultés de la relation face à la dépression. Et je parle pas de tout. Je ne parle pas du fait qu'on a des oublis à répétition, je ne parle pas du fait que le dépressif, je l'ai dit, mais va rejeter le couple, va rejeter les gestes d'affection, va avoir des moments où il va pousser même l'affection, où nous, on va se retrouver avec le fait d'avoir peur, le fait d'être stressé, et malheureusement, le conjoint n'est pas capable de rassurer, et même avec son discours, il n'est pas rassurant. Bref, tous ces exemples sont là pour illustrer les difficultés de la relation face à la dépression. Et tu peux avoir la sensation avec tout ce bazar que ton partenaire ne s'implique plus dans la relation, que c'est toi qui portes absolument tout. Et c'est là qu'on va se poser la question. C'est là qu'on arrive avec cette pensée. Voilà pourquoi j'ai peut-être la pensée de quitter mon conjoint en dépression. Est-ce que c'est normal de vouloir quitter son conjoint dépressif? Parce que beaucoup de gens vont dire « ouais, il est en dépression, c'est pas le moment, il a besoin de toi, etc. » On va remettre l'église au milieu du village. Moi, je ne parle pas du fait de... Il y a un truc intéressant dans la vie qu'il faut accepter, c'est que quelquefois on peut avoir des pensées. Et l'objectif, c'est de traiter la pensée. Il est naturel, face à des problèmes, que l'on veuille que ça s'arrête. Quand on est dans une situation où notre couple n'est plus en équilibre, c'est compliqué pour nous. Le couple fait partie des piliers de notre vie, les piliers de notre construction. Et quand du jour au lendemain, ce pilier, il disparaît, forcément, ça va transformer ma vie quotidienne en un combat, me laissant épuisée et submergée. Donc vouloir mettre fin à cette spirale pour protéger sa santé mentale, avoir cette pensée, pour moi, je la trouve intéressante. Car en reconnaissant qu'on a un besoin de paix et de stabilité, on se donne aussi la permission de prendre soin de soi. Et on va aussi prendre du recul pour réfléchir à ses propres besoins et peut-être consulter si on a besoin de clarifier ses émotions. L'envie d'avoir quelqu'un qui prenne soin de nous est entièrement normale. Et c'est souvent cette motivation qui va des fois apporter cette amertume de cette pensée de « j'ai besoin de quitter mon partenaire parce que je n'ai personne qui maintenant s'occupe de moi ». Si tu as l'impression que tes propres besoins ne sont jamais satisfaits, il est compréhensible que tu puisses envisager de quitter ton conjoint en dépression. Par contre, cela ne veut pas dire que ce n'est pas impossible de retrouver une belle relation. Pour atteindre cet équilibre, pour moi, il est important de comprendre quelque chose de primordial. Quand on arrive à la pensée qu'on veut quitter son conjoint en dépression, à mon sens, on n'a pas été assez clair sur la notion de défi de vivre avec un conjoint
dépressif. Il y a de nombreuses choses à savoir. Alors, c'est quoi ces défis et pourquoi est-ce que j'exprime qu'on ne le voit pas assez? Parce qu'en fait, souvent, j'ai des personnes qui sont assez fatiguées de voir que leur partenaire ne fait pas d'efforts, que le partenaire en dépression est dans une position où il est complètement biaisé par la dépression. Déjà, premièrement, on a le fait que je ne pense qu'on ne comprend pas assez ce que ça signifie être en couple avec quelqu'un qui est en dépression. Car il s'agit d'un couple, en fait, où il s'agit d'être en couple, je vais reprendre ma phrase, presque avec une personne qui est incapable d'être un conjoint digne de ce nom. Et ça, je le sais, parce que j'ai été ce conjoint. En fait, souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on arrive très vite à se rendre compte qu'on est dépassé par la situation. Et que le conjoint qui est en dépression, voilà, on fait le constat, il n'arrive pas à s'occuper de moi. Et donc moi, je suis dans la tristesse, je n'en peux plus et je ne sais plus où aller. Et en fait, pour moi, c'est qu'on a besoin de comprendre la position du conjoint. Déjà, il y a un truc très simple à faire, le conjoint peut perdre tout geste d'affection et libido. C'est-à-dire que le conjoint n'a plus de désir sexuel. Et en fait, on peut vivre avec quelqu'un qui n'a plus de petits gestes d'attention parce que la dépression, elle engourdit les émotions du partenaire, le rendant incapable de montrer son amour d'une manière habituelle. Cette absence de gestes d'affection peut te laisser moins aimer, négliger, etc. Mais le problème, c'est que quand on va mettre une focalisation sur cette notion de « je n'ai pas les gestes d'affection qui me convient », on va se focaliser sur quelque chose qui est dommage parce que ça, c'est quelque chose qui est purement dépressif. Et donc, il faut le bypasser. Par exemple, il y a un truc que moi j'aime beaucoup dire avec les personnes, c'est on met en place des activités et des routines simples. Quand je dis activité, à chaque fois je me dis non Manu, je pense que ça veut dire un truc planifié, compliqué, et le partenaire, si j'ai envie de lui planifier quelque chose, il va peut-être se barrer. Alors du coup, ce qui peut être bien pour dépasser la notion de perte de geste d'affection, c'est plutôt de mettre en place des routines du quotidien. Boire son café ensemble tous les matins, un appel tous les matins, tous les soirs avant de se coucher, définir un bisou avant de se coucher, une conversation drôle et légère avant de se coucher. Ce sont des choses à faire. Parce qu'il faut pouvoir remettre des actions dans le couple qui vont te permettre de valider le fait qu'il n'y ait plus les gestes d'affection. Et là, on va se retrouver à utiliser le langage de l'amour de l'autre. Alors, c'est quoi la notion de langage de l'amour? Chacun a sa propre manière, tout simplement, de manifester l'amour. Et notre cher Gary Chapman, qui nous a partagé sur son livre « Les langages de l'amour », 5 langages de l'amour très intéressants. Il y a ce qu'on appelle les paroles valorisantes, donc des compliments, etc. Il y a des gens, ils ont besoin de compliments pour se sentir aimés. D'autres sont des moments de qualité ensemble, le fait de partager un bon café, d'aller se balader, de parler ensemble, de faire des activités ensemble, c'est important. On va avoir aussi le fait de faire des cadeaux. Il y a des gens, les cadeaux, c'est vraiment quelque chose de top. Après, on a ce qu'on appelle les services rendus, l'assistance, le fait de pouvoir faire des choses, s'occuper de la maison, réparer des choses, réparer des trucs, etc. Et après, on a le contact physique, le toucher, les baisers, l'enlacement, les relations intimes, etc. Souvent avec la dépression, le contact physique, il ne marche pas. Mais par contre, les 4 autres langages de l'amour fonctionnent. Et maintenant, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. Moi, je vois souvent des hommes, souvent je vois des hommes qui sont comme ça. J'ai un exemple en tête de mon beau-papa qui vient me voir et qui me dit « Ah Manu, t'as vu, je t'ai bien mis ta porte parce que du coup, elle était un petit peu gondolée, ça m'a fait du mal de voir que ta porte était mal faite, je l'ai bien mis dans son cadre, etc. » Alors je regarde mon beau-père et je dis mais 1, je t'ai rien demandé, 2, je m'en fous. Enfin, dans ma tête en tout cas, j'ai commencé à dire ça. Puis après j'ai fait non Manu, remercie la personne. Ça c'est un service rendu. Par exemple, il y a des gens, moi je vois ma mère, elle est pareille, quand elle a plié notre linge, qu'elle nous a tout bien déposé, elle est bien fière de fanfaronner ce truc. Nous on est contents, mais c'est son langage de l'amour. Pour elle, s'occuper de nous, c'est quelque chose d'intéressant. Avec ton partenaire, quels sont vos langages de l'amour ? Alors, elle va pas me sortir de oui, mais elle veut pas faire d'efforts. Quels sont ces langages de l'amour? Et utilise-les pour que tu puisses aussi pallier à cette perte de geste d'affection. C'est ça, vivre avec un dépressif. C'est de pallier avec ce point-là. On a aussi d'autres défis. Le défi d'avoir le sentiment de ne plus être en couple. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec mes patients, avec mes clients. Je vais y arriver avec mes clients. Eh bien, c'est qu'en fait, la dépression peut altérer la perception du couple,
parce que finalement, il y a plus de gestes d'affection, il y a plus de choses qui veut dire qu'on est en couple, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai discuté il y a pas très longtemps avec une personne et je lui ai fait comprendre que ça veut dire quoi être en couple. Et des fois, on nous dit, ben voilà, être en couple, c'est être avec une personne, partager des projets, avoir une bonne communication, de l'intimité, etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qui disparaît avec la dépression, c'est la notion d'intimité et de langage d'amour. Mais tous les choses à côté, la bonne communication, mettre en place des choses, passer du temps de qualité, le respect qui fait partie du couple, sont toujours présents. Et donc du coup, cette fois-ci, c'est là où on va se retrouver avec cette perception qu'on n'est plus en couple et qu'on n'est que des copains, parce que du coup, on n'a plus cette notion d'affection. Mais si on revient avec le point précédent et qu'on utilise les langages de l'amour autres, donc la parole valorisante, moment de qualité, cadeau, service rendu, ça va nous permettre de nous rappeler que oui, on est toujours en couple. Et c'est là où on sera dans la capacité de se souvenir des moments heureux. Moi, ce que je vois souvent, c'est mes patients qui me disent, voilà, je suis fatiguée parce que du coup, il y a tel problème, il y a telle situation, etc. Et quand je leur demande de me raconter la semaine, il s'est passé des belles dingueries. Ils ont fait des choses ensemble le week-end, il y a eu des textos, il y a eu des gestes il y a eu des gestes sympas, il y a eu des choses derrière le côté sombre de la situation. Mais comme on est tellement dans la perception qu'on n'est plus en couple, on n'est plus capable de voir ces moments parce qu'ils ne sont pas assez. Et en fait, c'est pour moi important de se rendre compte que oui, c'est vrai, ils ne sont pas assez. Et le but, pour ne plus avoir ce sentiment de ne plus être en couple, c'est de continuer à créer des moments de connexion réguliers, très simples, petits, mais réguliers. Un texto régulier, partager des discussions, dire des choses ensemble, avoir des petits moments qui font plaisir, et ça permet vraiment d'aller de l'avant. Et il y a aussi une grosse difficulté, le dernier défi que je prends de taille sur la dépression, c'est le fait du refus de soins. Ça, c'est le plus gros problème. Quand on a un proche en dépression qui refuse de se soigner et qu'on se rend compte que notre relation de couple est basée sur le fait que la personne ne veut pas faire d'efforts, c'est difficile. Mais moi, il y a un truc que je tiens à préciser, c'est que j'ai rarement vu un conjoint qui a de l'affection pour son partenaire ne pas essayer la thérapie. Moi, je tiens à préciser que le nombre de patients que j'arrive à choper à travers leur partenaire, vous seriez choqués. Alors, des fois, ça met du temps. Des fois, ils acceptent pas trop longtemps de thérapie, mais ils le font. Et des fois, ces petits moments de thérapie sont très intéressants parce que ce sont des bonnes graines qui sont plantées. Moi, quand j'ai ce genre de conjoint, je sais que je vais pas les avoir très longtemps parce que c'est souvent des gens qu'on appelle du style attachement évitant, donc des personnes qui veulent pas trop parler des choses qui ne vont pas. En dépression, on parle de ce qui ne va pas en thérapie. Donc à un moment donné, moi je préfère d'abord leur construire leur structure par rapport à comprendre la dépression, comprendre ce qui leur arrive, et bien sûr comprendre qu'ils doivent s'impliquer dans la communication, dans le fonctionnement avec leur partenaire. C'est les premières choses que l'on met en place. Et en fait, c'est un truc très intéressant, c'est que c'est très rare de voir un conjoint qui ne vient jamais voir un thérapeute. C'est très très rare. De dire qu'il l'a jamais fait, c'est rare. J'en ai vraiment à chaque fois, ils ont toujours fait l'effort parce qu'à un moment donné, le partenaire dit haut et fort qu'à un moment donné, moi j'en peux plus, j'ai besoin que tu fasses un effort. D'ailleurs, moi je le dis haut et fort. C'est comme ça que j'ai commencé ma thérapie. J'ai commencé ma thérapie parce qu'un jour mon mari a tellement râlé que j'y suis allée. Donc vraiment, cette notion de refus de soins, elle peut être très fatigante, mais en fait elle peut vraiment se faire. Et c'est là qu'on va arriver sur les erreurs à éviter avec son conjoint en dépression. L'une des premières erreurs, c'est attendre sans rien dire. La dépression prend du temps à guérir, mais il est crucial de ne pas rester silencieux. Tu as besoin de communiquer avec ton partenaire tes besoins et tes préoccupations. Bien sûr, il faut toujours choisir le bon moment, comme dit Jack Sparrow. Alors maintenant, je me rends compte que je suis vieille et que j'ai des références un peu vieilles, mais bon, si vous ne connaissez pas Jack Sparrow, allez sur Wikipédia, les amis. Et en fait, le truc, c'est que si on a une bonne communication assez régulière, ça va le faire. Alors, encore une fois, on est avec un dépressif. Une bonne communication, c'est pas un dépressif qui va exprimer à 100% ses préoccupations et ses besoins. On sait qu'en face de nous, on a un mauvais communicant. Alors la communication, on sait que ça va être quelque chose de particulier. Ça va être long, donc il faudra plein de petites communications. Des fois, mon partenaire, il saura pas à quoi me dire,
mais c'est normal, c'est important d'avoir des blancs et de les laisser parler. Et en fait, si tu prends en compte le fait que ton partenaire n'est pas un bon communicant, que ça ne te dérange pas d'avoir des conversations et de définir des choses importantes, ça peut faire du bien. Attention à ne pas tomber dans l'écueil de parler trop, donc des heures et des heures et des heures, et c'est émotionnellement, ça ne sert plus à rien au bout d'un moment, ou de ne plus parler du tout. Et si vraiment, c'est vraiment le communicant le plus nul au monde, eh bien, accepte les blancs. Hein, c'est pas grave s'il y a des blancs, et même si ça dure 5 minutes. Moi, en thérapie, je me rappelle, les premiers, j'ai plein de patients pour qui il y a des blancs. Et au début, t'essayes un peu de meubler, puis je me suis dit, mais en fait, ça sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Il faut laisser la personne, elle aussi, dans son mal-être, là, pour qu'elle puisse aussi parler. C'est gênant pour tout le monde. Mais si c'est cette personne qui doit parler, il faut la laisser parler. Et en plus, des fois, il y a une réalité. Quand le partenaire en dépression a du mal à parler, souvent, c'est là où il faut tirer un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut tirer? Aide-le à formuler ses idées et demande-lui, est-ce que tu te retiens de dire quelque chose pour ne pas me blesser? Parce que des fois, il vaut mieux dire les choses clairement pour que ça puisse fonctionner. Un dépressif qui multiplie les blancs, ça veut dire qu'il retient ses mots souvent. Pas toujours, mais en tout cas, souvent, c'est ce que moi je vois. Et donc, des fois, il faut lâcher prise. Alors, la réalité, c'est que le lâcher prise, c'est un peu particulier, c'est un travail à faire, mais là, en fait, c'est les erreurs à ne pas accepter. Ensuite, il y a un point important, ne jamais communiquer ses besoins ou surcommuniquer ses besoins. Comment ça, ne jamais communiquer ses besoins? Des fois, moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Manuela, je l'ai déjà dit ». Et en fait, j'ai envie de le dire, mais est-ce que tu l'as répété? Et à chaque fois, je me prends un peu des murs en me disant « Mais je peux pas répéter des choses que j'ai déjà dit ». Rappelle-toi que tu as en face de toi quelqu'un qui a un problème avec sa dépression. Un problème de « je n'ai pas de mémoire, je ne me concentre pas beaucoup et donc j'ai des problèmes cognitifs ». Moi, je me souviens, je vais te raconter un truc vraiment intéressant. Mon mari et moi, on s'était brouillé la tête, je ne sais plus pourquoi. Mais on s'était brouillé. Et cette fois-ci, il avait donné ses sentiments, il avait expliqué ce qu'il ne voulait pas. Il voulait, Manu, je veux que tu montres que t'es présente, c'est important pour moi, etc., etc. Je lui ai promis tout mon parvo, tout ce qu'il fallait pour recommencer. Et 2 semaines plus tard, le même problème revient. Et là, je relance la communication, moi, avec mon mari. Oui, mais je me rappelle pas que tu m'aies dit ça. Et en fait, je vois la tête. Je vois la tête de mon mec qui me regarde et qui me dit « mais on en a déjà parlé ». Et là, je lui dis « mais je me rappelle pas ». Et en fait, à ce moment-là, il s'est posé 2 secondes. Et en fait, c'était assez choquant parce que je me suis dit « il va s'énerver ». Et il me dit « mais comment ça, tu ne t'en rappelles pas ?» Et là, je me suis dit « ça y est, je vais me faire disputer, etc. » Et je lui dis « écoute, je suis désolée, je te promets. D'ailleurs, si tu vois, il y a la conversation, c'est que je fais l'effort. Je ne m'en rappelle pas. » Et en fait, débité, il a quitté la pièce un peu dégoûté, il a dit « bon, c'est pas grave, laissons tomber ». Et il m'a fallu 10 minutes, toute seule dans mon coin, pour réussir à me rappeler ce dont on avait parlé. Mais 10 minutes, je me suis assise, j'ai cherché des photos, j'ai cherché des notes que j'avais écrites. Et en fait, j'écrivais beaucoup de notes. Parce que à ce moment-là, c'était un moment où je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup d'oubli. Et le psy m'avait proposé d'écrire des choses sur mon téléphone. Et là, j'ai retrouvé le truc, mais j'ai mis 10 minutes. Et j'ai pas retrouvé avec ma tête. J'ai retrouvé avec mes notes. Pour te montrer que c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est que des fois, tu as quelqu'un en face de toi qui est dans une souffrance émotionnelle et qui n'arrive pas à gérer. Donc du coup, c'est vraiment important. Vous avez besoin de communiquer et des fois, tu seras déçu parce que tu répéteras des choses, mais il faut répéter. La répétition, c'est vraiment très important. Et même si tu as l'impression d'avoir un enfant, d'avoir quelqu'un qui ne gère pas bien les choses, eh bien, c'est quand même quelque chose de très important. Ensuite, on a la dernière erreur que je vois souvent, c'est les prises de conscience. On essaye de faire des prises de conscience à un dépressif. Mon ami, ça ne fonctionne pas. L'ultimatum, la prise de conscience, le secouage de cocotier, tout ce que tu veux ne marche pas. Parce que la dépression déconnecte la personne de pas mal de ses émotions. Et donc, du coup, tu peux essayer tout ce que tu veux. La prise de conscience se fera d'une manière que tu ne maîtriseras jamais, au moment où que tu ne maîtriseras jamais. Moi-même, thérapeute dépression depuis 2020,
je peux t'assurer que j'ai été surprise des moments où j'ai des patients, ils ont des illuminations, mais tu t'attends même pas à ce moment-là. C'est vraiment, ils ont vu Dieu, mais à des moments où jamais j'aurais cru qu'ils auraient pu voir Dieu. Et en fait, ça, c'est un truc très important. Donc ça, ce sont les erreurs que moi, je vois. Attendre sans rien dire, il faut communiquer et il faut répéter les communications, il faut formuler les décisions qui ont été prises et les répéter. Ne pas parler de ses besoins. Tu as besoin aussi d'exprimer. Alors, il y a un truc que j'ai pas assez dit. Tiens, je suis contente de refaire mon petit récap là. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me rappelle des choses que j'ai oublié de noter. Tu as besoin de dire à ton partenaire que tu n'en peux plus, que tu n'as pas assez d'affection, que tu as besoin de soutien. Par contre, quand tu vas dire ça à ton partenaire, le dépressif, il va avoir l'impression que tu lui dis « il faut que tu manges équilibré ». D'accord, mais par contre, mon frère, il faut que j'aille faire les courses, que je trouve tout simplement des recettes, qu'il faut que je fasse des choses, et en fait, là, j'y arrive pas. Propose des choses. J'aimerais que tu me tiennes la main. Tu ne peux pas? J'aimerais que tu puisses me faire un bisou sur la joue. J'aimerais que tu me prennes autour de la taille. J'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais que tu fasses ça, et j'ai besoin. Tu choisis, mais moi j'ai besoin, ça va pas le faire. J'ai besoin que tu t'impliques. Et en fait, le fait de se positionner comme ça va être intéressant. Et il ne faut pas oublier qu'on a un dépressif en face, qui va être en mode « mais tu sais très bien que je peux pas y arriver ». Tu prends le temps d'y réfléchir, et puis on en reparle après. Mais moi, j'ai besoin. Comme ça, voilà, tu prends le temps d'y réfléchir. Oui, mais tu mets des trucs dans la tête, c'est compliqué. C'est normal, t'es en dépression, mais à un moment donné, si je ne te dis pas les choses, ça va être compliqué. Il ne faut pas avoir peur de tenir un peu tête à son partenaire. Donc ça, ce sont les erreurs, donc attendre sans rien dire, de ne pas communiquer ses besoins, et les prises de conscience, ça ne sert à rien. Et il y a un dernier point important, il faut régler vos problèmes de couple. Souvent, quand la dépression arrive, il y a d'autres problèmes de couple qui ont été présents. Faut pas me faire croire que c'est pas vrai, que la dépression a fait tous les problèmes, c'est faux. Il y a souvent des histoires avec une tierce personne, des histoires avec les beaux-parents, des histoires de « oui, j'aime pas comment tu communiquais avant, j'aime pas comment t'as fait ci, j'aime pas comment t'as fait ça ». Il y a des situations où il y a des problèmes dans le couple. Et il y a un truc important que j'aime beaucoup dire à mes patients en ce moment, c'est que un couple ne peut pas rester figé. C'est-à-dire que un couple, c'est comme une plante. Elle va grandir, faire des nouvelles feuilles, il y a des feuilles qui vont disparaître pour des profits de plus belles feuilles. Eh bien, on a de l'expérience qui va arriver, on évolue, on prend de l'âge, on a des enfants, on a de la construction. Donc, le couple qui a commencé peut-être il y a 20 ans, c'est plus le même. Ou même pareil, le couple qui a commencé il y a 6 mois, c'est pas le même. On évolue. Il faut donc s'asseoir, faire la liste de tout ce qui s'est passé, et régler les problèmes. Et en fait, ça, c'est souvent quelque chose que moi, je vois en tant que thérapeute de couple, c'est que je me retrouve les 3/4 du temps, vraiment, ce n'est pas que la dépression le problème, il y en a d'autres. Des problèmes de communication, des problèmes de je suis anxieuse en type d'attachement, donc je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré dans ma relation, et je suis en couple avec quelqu'un qui est évitant, donc qui a du mal à s'engager dans la relation. Ou alors, ce que je vois aussi, c'est des situations un peu plus compliquées. Il y a eu tromperie dans le couple, il y a eu des moments où c'est difficile, etc. Il y a aussi des problèmes liés aux beaux-parents, des problèmes liés aux enfants, des problèmes d'argent, des problèmes on s'est disputé, il y a eu des propos ou des gestes qui n'ont pas été bons. Il y a toujours sous-jacent des problèmes. Parce que la dépression, faut pas oublier qu'elle va faire quelque chose de particulier. La dépression, comme elle est négative, elle va faire ressortir tout ce qui est mauvais chez la personne. Vraiment, je suis désolée, mais il faut le dire. Et donc, là, cette personne, elle va aussi ressortir des vieux problèmes de manière inconsciente. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut régler ces problèmes. Ces problèmes sont aussi des problèmes des fois liés à la construction de la personne. Et en fait, par exemple, le fait qu'on ait un conjoint qui soit évitant et qui fait qu'il faut régler des problèmes parce que tu vas te dire, écoute Manu, à part que mon conjoint, il est évitant et moi que je suis une anxieuse, je vois pas c'est quoi le problème. Il y a un problème très simple, c'est quelqu'un qui s'est construit avec j'ai besoin de relations légères pour fonctionner. Et moi, je suis un anxieux, donc j'ai besoin d'être rassuré. Ça ne va pas. Et donc le problème, c'est que notre manière de fonctionner est tellement différente que quand la dépression vient, l'équilibre qu'on avait trouvé avant, il est balayé, et là, il faut retrouver un nouvel équilibre.
Et donc là, il faut apprendre à gérer ses émotions, à accepter la situation, la conscience de soi, comprendre les éléments déclencheurs, trouver des mécanismes d'adaptation pour gérer la situation. Pour que nous, en tant qu'anxieux, on apprenne à apaiser notre anxiété, mais pour qu'on puisse apprendre aussi à l'autre en face, là, notre cher dépressif évitant, qu'il doit communiquer. Et donc, en fait, toute cette partie-là, c'est là où on va être vraiment, ça va être un point aussi important. Je ne peux pas parler de j'ai envie de quitter mon partenaire sans être réaliste sur le fait qu'il y a un problème sous-jacent qui n'est pas que la dépression. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'asseoir, se poser, réfléchir et se dire mais qu'est-ce qu'on doit traiter ? Qu'est-ce que je dois régler ? Il y a une étape aussi intéressante que moi j'aime aussi beaucoup dire à mes patients, c'est il faut savoir reconnaître ses limites en tant que partenaire. Quand on est face à, par exemple, dans la continuité de ce que je dis, on a des problèmes sous-jacents qu'on n'a pas traités, eh bien il est crucial de reconnaître qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être tolérées. Je ne peux pas accepter qu'il y ait pu avoir tromperie, je ne peux pas accepter qu'il y ait pu avoir mensonge, qu'il y ait pu avoir autre problème. Il y a des choses, je dois les régler. Et des fois, il faut les régler face à face. Et des fois, il faut pas avoir peur non plus. Alors j'aime bien dire des fois depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Mais je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter le partenaire. Dans la communication, de lui dire, écoute, est-ce que tu trouves que je suis trop collante ? Est-ce que tu trouves que je ne suis pas assez légère ? Est-ce que tu trouves que j'ai une tête de turc et tu peux te permettre d'avoir eu malheureusement une tromperie envers moi et sans me être honnête avec mes mots ? Il faut pas avoir peur de lancer des vraies conversations et de mettre un cadre, des limites à son partenaire. Alors, la notion de cadre et de limite, mais qu'est-ce que ça fait peur ? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Oh ben Manu, le jour où je mettrai un cadre à mon partenaire, franchement, je me souviens d'une mamie. C'était dans les tout débuts de ma thérapie. Elle était trop mignonne. Elle me dit voilà, je sors ma science de thérapeute, faut mettre des cadres, blablabla, etc. Là, on aime bien sortir des belles phrases. Et je lui dis mais voilà madame, faut mettre des cadres et tout. Puis elle me regarde, elle me dit mais le gars, il a 65 ans, mademoiselle. À quel moment je peux mettre un cadre ? Et franchement, j'éclate de rire. Et je lui dis mais en fait, c'est pas votre fils. C'est pas votre enfant. Vous allez pas lui dire fais ci, fais ça. Il y a un code de loi. Si tu fais ça, tu iras en prison. C'est pas ça dont je parle. C'est de reconnaître mes propres limites. C'est-à-dire qu'il y a des actions, je ne suis pas d'accord et je ne les tolère pas. Et je l'exprime et je le dis et j'agis en conséquence. Et en fait, souvent, comme on a tellement la peur que l'autre se barre, que l'autre, je ne sais pas quelle réaction qu'il peut avoir, on va minimiser notre réaction par rapport à nos limites. Par exemple, je suis une personne qui est anxieuse et moi, j'ai besoin d'être rassurée. Et donc, du coup, je regarde mon partenaire qui arrête pas de me dire « je sais pas ce que je pense pour toi, je sais pas ce que je ressens, etc. » Moi, je vais le voir et je lui dis « arrête. Si tu ne sais pas ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas à moi que tu dois le dire, parce qu'à part me stresser, ça ne sert à rien. Et le problème, c'est que t'es bien content, mon cher ami, parce que toi, tu vides ton sac, mais à la mauvaise personne. Là, tu me racontes à moi tes problèmes d'état d'âme, mais c'est pas les miens. Tu dois aller voir un thérapeute. Je ne veux plus avoir de conversation sur ce sujet, parce que là, on a déjà discuté. Le problème, c'est la dépression. Tu ne veux pas te faire soigner. Moi, je ne peux pas. Et j'arrête la communication. Même si je pleure, j'ai le droit de pleurer. Je suis une personne, je suis un humain avec des émotions, avec une manière d'être. J'ai le droit d'avoir des émotions, donc j'ai le droit de pleurer. Laisse-moi pleurer. Mais par contre, je t'exprime que je ne veux plus avoir cette conversation, que si tu veux traiter cette information, tu dois aller voir un thérapeute, que si tu veux que je te paye la séance, je te paye la séance, mais voilà ma limite. C'est tout. Je ne vais pas te dire, tu dois rentrer à 19h, sans les copains c'est pas possible, tous les soirs faut que tu me fasses un bisou de 14h à 14h14. Non, enfin, c'est pas possible. Mais par contre, quand moi j'ai des limites, je les mets, je les exprime. Tu n'es pas une machine. Tu as des émotions physiques et tu as besoin d'avoir aussi d'être traité avec soin par ton partenaire. Mais si ton partenaire part du principe qu'il communique avec toi en te balançant ça alors que toi ce n'est pas possible de gérer, c'est là qu'on met un cadre. Franchement, définir tes limites, c'est définir tes petites règles. Le bisou du matin, le message de bonne nuit, une activité ensemble tous les mois parce qu'on est à distance, rappeler à notre conjoint que un cadeau pour notre anniversaire de mariage, un cadeau pour pour des moments importants de notre vie. Moi, par exemple, il y a un truc que je trouve
très difficile en tant que thérapeute, et encore une fois, je garde mon avis, mais je vais le dire sur le podcast, je ne comprends pas qu'un partenaire ne soit pas capable de faire un geste pour des moments d'anniversaire, de vie, où on a l'habitude de se faire des cadeaux. Faut faire des cadeaux. Si c'est mon anniversaire et que mon partenaire ne me fait pas de cadeaux, c'est de l'irrespect. Et là, je ne suis pas d'accord, c'est une limite que je n'accepte pas. Et donc, en fait, c'est toutes ces choses-là où on va s'asseoir, on va poser nos limites, et la personne, la manière dont elle va réagir, nous donnera aussi la possibilité de voir si cette personne, elle veut s'engager avec nous, est-ce qu'elle nous respecte, est-ce qu'elle est présente pour nous, est-ce qu'elle est là pour nous. Alors forcément, il faut bien sûr avoir un certain recul pour analyser toute cette situation. Franchement, les étapes pour prendre une décision éclairée t'appartiennent à toi. Il n'y a pas de notion de pour et de contre. C'est ton choix personnel. Tu as besoin d'avoir un partenaire qui t'offre une stabilité, de l'amour, de la présence et qui s'occupe de toi. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui sacrifie ton propre bien-être au détriment de sa propre santé mentale parce qu'il pense qu'il peut s'en sortir tout seul sans penser à toi. Il y a plein de choses qui vont devoir être faites. Ou si tu as un partenaire qui malheureusement a de l'attitude comme de la tromperie, ne s'excuse pas, ne se comprend pas compte de ses erreurs et considère la situation comme si c'était rien, il faut aussi réfléchir. Un partenaire violent, qui a des propos violents, un discours violent, des gestes violents, ne doit pas être toléré. Donc c'est pour ça que c'est toi qui vas t'asseoir et définir les raisons pour lesquelles tu veux rester avec cette personne et les raisons pour lesquelles tu souhaites partir. C'est à toi de vraiment définir tout ça. Si tu es perdu par rapport à cette situation, n'hésite jamais à prendre un appel découverte avec moi. Comme je le te dis, vraiment, je me suis spécialisée dans ce domaine, j'accompagne de nombreuses personnes dans cette situation. L'objectif est bien sûr de laisser à chacun à prendre la décision et d'aider à prendre une décision éclairée, mais si tu es perdu, n'hésite jamais, je serai vraiment là pour t'aider et pour t'encourager. Et puis sinon, tu as aussi accès à la formation Mission Turbulence avec un programme complet sur la séparation pour te permettre de t'asseoir, de faire un recul nécessaire, poser les pour et les contre et prendre une bonne décision. Donc vraiment, pour t'asseoir par rapport à ta décision, tu vas évaluer tes besoins, tu vas considérer l'impact à long terme et tu vas discuter ouvertement avec ton partenaire. Donc prends le temps de réfléchir ce dont tu as besoin pour être heureux et en bonne santé, ce que tu as besoin en termes de soutien émotionnel, de temps pour toi, de communication. Tu as aussi besoin de prendre un petit peu de temps, des fois avec un thérapeute. Pourquoi est-ce que je propose mon aide? Parce qu'en fait, à ce moment-là, nous, en tant que thérapeute, on peut réussir à te clarifier tes pensées et obtenir des conseils qui sont impartiaux. Parce que nous, en tant que thérapeute, on n'a pas à te donner un avis, on va dire, biaisé par rapport à une situation. Par contre, ce qu'on va réussir à découvrir, c'est tes peurs, tes fausses croyances, ton schéma d'abandon, ta peur de rejet, ton manque affectif, pourquoi tu es avec cette personne en couple, qu'est-ce qui fait que tu es avec cette personne. On peut se permettre de comprendre des choses. Et avec une certaine expérience aujourd'hui, je peux aussi définir des choses assez particulières. L'attitude du partenaire, est-ce qu'il y a tromperie, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien traitées, est-ce qu'il y a des mensonges, parce que forcément ça se ressort dans pas mal d'échanges que l'on peut avoir. C'est pour ça que voir un thérapeute, moi ou quelqu'un d'autre, c'est très intéressant, ça va permettre aussi de faire un recul nécessaire sur la situation. Ensuite, ils font considérer les impacts à long terme. Il faut réfléchir aux conséquences, aussi bien que pour toi que pour ton partenaire. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, il faut vraiment communiquer. Il faut parler à ton partenaire de tes sentiments, de tes préoccupations, mais de te rappeler que y a une réalité, c'est que tu vas être face à un dépressif qui peut être passif. Et que si tu veux parler à ton proche pour faire un espèce de secouage pour qu'il réalise qu'on est en train de se séparer, il va pas réaliser. C'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, vraiment, assis-toi, pose-toi, prends ta décision, c'est ton recul, c'est ton choix, c'est ta vie. Franchement, personne n'a donné d'avis là-dessus. Tu as tes propres valeurs, ta valeur de l'engagement. N'oublie pas qui tu es et en fait, ne trahis pas qui tu es en face de toi. La dépression aujourd'hui fait vraiment beaucoup de mal. Ça, c'est un truc que je dirais haut et fort et ça fait vraiment beaucoup de mal. Le plus important, c'est vraiment de réussir à trouver l'équilibre dans la situation, s'asseoir, régler les vrais problèmes pour pouvoir vraiment s'installer, définir vraiment ce que je peux faire pour moi. Vraiment, c'était particulier pour moi l'épisode d'aujourd'hui parce que j'avais un peu peur, mais je suis vraiment contente de l'épisode.
Aujourd'hui, je voulais vraiment te partager la réalité de ce que c'est quand on est avec un conjoint en dépression et l'impact que la dépression peut avoir sur l'équilibre du couple. Elle crée un véritable fossé émotionnel à cause de l'apathie, du manque de communication et surtout sur le fait qu'on a perdu cette notion d'être un couple avec le partenaire. La perte d'émotion, la perte de gestes d'affection, la perte de libido, c'est pas évident. Vivre avec un conjoint dépressif, ça apporte aussi des choses très compliquées, de la déception, de la frustration. Aujourd'hui, l'objectif ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui est difficile pour toi par rapport à la relation, de t'asseoir et de comprendre l'impact de la maladie sur toi, de comprendre qu'un conjoint, ça peut ne plus avoir des gestes d'affection, mais on peut les compenser par d'autres langages de l'amour. Le fait de se rendre compte qu'on n'est plus en couple, mais on peut recréer des moments réguliers pour se reconnecter ensemble, et que si on est face à un refus de soins, notre partenaire a de l'affection pour nous, il va aller rechercher de l'aide si on lui indique que c'est nécessaire. Bien sûr, on ne doit pas attendre sans ne rien dire. On doit communiquer ses besoins et éviter les prises de conscience inefficaces. Et il faut traiter les vrais problèmes du couple. Les problèmes de communication, la gestion des enfants, la gestion des beaux-parents, le fait qu'on soit évitant, anxieux, une peut-être tromperie, toutes ces choses-là qui peuvent mettre à mal la relation et fait que le partenaire s'éloigne par son attitude. Il est important aussi de reconnaître ses limites et bien sûr de mettre un cadre. Alors pas un cadre comme un enfant de 4 ans, nous sommes d'accord, mais il y a des choses que moi je peux accepter et des choses que je n'accepte pas. Le fait de reconnaître mes limites, mes besoins et de définir mes règles comme mon bisou du matin, mon message de bonne nuit, une activité ensemble par mois, eh bien ça rappelle au conjoint que c'est important pour lui. Vraiment, prends le temps pour toi de t'asseoir, de voir les pour et les contre et d'évaluer ta situation et de prendre une décision en fonction de toi et en fonction de tes besoins. Vraiment, l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment pour te donner vraiment une réflexion sur ce point-là. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire, ni te dire de te séparer parce que c'est un enfoiré, ou de te dire de rester parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ce n'est pas le but du tout de cet épisode de podcast. L'objectif est de te donner une piste de réflexion et de pouvoir t'accompagner sur un sujet qui est tabou et dont il faut parler. J'espère en tout cas que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu. Sache que tu as à ta disposition 2 outils chez My Daily Pression. Tu peux prendre directement rendez-vous avec moi pour t'aider à gérer la situation et je peux aussi te proposer une formation Mission Turbulence avec un programme 100% comment gérer la séparation pour t'aider justement à prendre le bon recul par rapport à cette situation. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci vraiment à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et je te dis à très vite lors d'un prochain épisode de podcast. Ciao!